nous avons le plaisir d'accueillir Madame Baudelis. Madame Baudelis, vous avez été personnelle de direction d'établissements scolaires dans les académies de Créteil et de Montpellier depuis 1995. Et c'est à Montpellier que j'ai eu la joie de travailler avec vous. Tout à fait. Vous avez aussi été formatrice pour les personnels de direction. Et vous avez aussi, et ça va transparaître dans cette soirée, co-auteur du livre « De l'emploi du temps aux emplois des temps vers une approche globale du temps scolaire ». Alors, Madame Baudelis, nous sommes probablement une centaine ce soir. Cette DHG, donc, elle pose beaucoup de questions aux parents qui parfois vont arriver au conseil d'administration avec beaucoup d'intimidation par rapport à un débat qui semble technique. Et ce que vous disiez, c'est que cette DHG est très importante et qu'elle est dans la logique de la préparation de rentrée, donc maintenant en 2024. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça va venir petit à petit dans les établissements? Bonsoir. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. En effet, ce qui est pour moi très important, c'est d'essayer de vous amener à une compréhension d'abord de la globalité d'une préparation de rentrée, mais aussi de tous les acronymes que beaucoup de gens utilisent et qui ne sont pas forcément connus de tous. Et vous dire qu'une préparation de rentrée dans son ensemble est en fait quelque chose qui débute très en amont du conseil d'administration, puisque ça commence pratiquement au mois d'octobre. Mais avant tout, il faut savoir que ce qui arrive dans les établissements scolaires au niveau des conseils d'administration a été travaillé en amont suite à ce que le ministre et le ministère aura proposé comme moyen aux différentes académies. En fait, le budget qui est alloué aux établissements scolaires est un budget qui est national et qui est ensuite réparti dans les académies. Cette étape-là se fait très, très en amont, bien évidemment, de la rentrée, et un dialogue doit s'instaurer entre le ministère, ce qu'on appelle chez nous la DGESCO, c'est-à-dire la Direction générale de l'enseignement, qui va donc répartir le budget de l'éducation nationale sur la partie enseignement auprès des académies. Les recteurs vont donc devoir présenter à la centrale les spécificités de leurs académies, la façon dont ils ont des projets et voir surtout que l'effectif des élèves de la rentrée future soit bien en accord entre l'académie et la centrale. Donc ça, c'est la première étape du budget éducation nationale. Ça arrive sur les académies, une fois le dialogue entamé, et une fois que c'est arrivé dans les académies, là, à charge pour le recteur de dispatcher les heures qui lui ont été allouées sur les départements, une académie, puis ensuite sur les établissements scolaires. Donc, il y a un certain nombre d'étapes qui se font. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne vient pas comme ça suite à des choses simples, mais au contraire, à un dialogue permanent entre les académies et la centrale. Après, il est important de savoir que quand nous commençons une année scolaire, en septembre, quasiment, on est déjà en train de travailler la rentrée suivante. Car dès le mois d'octobre, nous sommes interrogés sur les effectifs actuels de l'année en cours, de l'année, par exemple, si on prend l'année 2022-2023, on prend les effectifs qui sont dans l'établissement au mois de septembre, ceci pour avoir une photographie. Et à partir de là, on vérifie la totalité
de ses effectifs, l'académie vérifie la totalité des effectifs et surtout, en accord avec les chefs d'établissement, ou plus exactement présente aux chefs d'établissement les effectifs qui vont être pris en compte pour le calcul de la dotation horaire globale. Pourquoi les effectifs sont pris en compte sur le calcul de la dotation horaire globale? Parce que vous savez que dans les établissements, il y a des dédoublements, il y a des choses qui rentrent en jeu et les nombres d'élèves est un élément important du calcul de la dotation horaire globale. Une fois que les effectifs ont été mis en place par l'académie, eh bien, il y a au mois de fin décembre, ça dépend des académies, mais fin décembre ou début janvier, une dotation horaire globale qui arrive dans les établissements. De quoi est constituée cette dotation horaire globale? Comme je dis toujours, elle est constituée d'heures qui sont de deux natures. Des heures postes, ce que j'attribue souvent par métaphore à des professeurs titulaires de leur poste et qui sont sur des chaises, hein, c'est-à-dire que ce sont des heures postes, ce sont des heures qui sont officielles pour l'établissement, et ce que l'on appelle des HSA, des heures HSA, qui sont donc des heures supplémentaires années, sur lesquelles il y aura éventuellement discussion d'ailleurs au conseil d'administration. Si on arrive à se préparer à un conseil d'administration, il faut qu'on ait bien connaissance de ce qui va se passer. Alors les opérations, donc, sont ce qu'on disait, prévision d'effectifs et la structure pédagogique prévisionnelle, c'est ce dont on parlait tout de suite, les divisions et les effectifs dans les divisions. Ensuite, la réception de la dotation horaire globale, qui se fait donc au cours du mois de décembre, elle est fonction de quoi? On disait tout à l'heure, des effectifs dans les divisions, des types de spécificités que sont les divisions, c'est-à-dire que vous avez des divisions de collège, 6e, 5e, 4e, vous avez des divisions en lycée général, en lycée technologique, en lycée professionnel. Chaque division a sa spécificité d'enseignement. Et cette division, quand elle est déclarée, eh bien, elle dépend, enfin plus exactement, un nombre d'heures doit correspondre à la spécificité de la division. Les 6e ont tant d'heures, les 5e ont tant d'heures, les 4e ont tant d'heures, les secondes ont tant d'heures, les premières ont tant d'heures, etc. Les premières professionnelles également. Une fois que ceci a été acté, la dotation horaire globale va être distribuée au sein de l'établissement avec ce qu'on disait, des heures postes qui sont donc fonction des professeurs qui sont déjà titulaires dans l'établissement et également des heures supplémentaires années qui vont donc devoir être absorbées par l'établissement et par les enseignants de l'établissement. Ce qu'il faut connaître dans cette dotation horaire globale, et je fais une parenthèse mais qui a son importance, lors de ce conseil d'administration, on ne vote pas la quantité d'heures qui est allouée, et vous verrez bien que les nombres d'heures qui sont allouées pour un établissement, c'est l'académie qui les précise, mais ce qui est important de savoir, c'est que le vote du conseil d'administration n'est pas fonction, enfin, ne vote pas le nombre d'heures, mais vote la répartition des heures que va proposer le chef d'établissement, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On n'a pas de levier sur la quantité d'heures qui nous est allouée. Pourquoi? Parce que, comme elle a été calculée en fonction des classes, des divisions, des effectifs, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Une fois que l'on a fait ce calcul et cette dotation horaire globale, on va passer à les critères qui correspondent. Alors voici un exemple de présentation de ce qu'on appelle du TRM, c'est-à-dire le tableau de répartition des moyens. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'à gauche, il y a toutes les disciplines d'un établissement scolaire lambda, c'est-à-dire de la philosophie à l'éco-gestion. Donc on sent que là, c'est un établissement qui est un LGT. Et vous avez une dotation de 1603,35 au total,
qui est donc la quantité de besoins, c'est-à-dire d'heures qui a été affichée par le chef d'établissement pour dire que dans chaque discipline, j'ai besoin de cette heure, ce nombre d'heures. Donc, si par exemple, je veux travailler voilà, si je veux par exemple travailler sur la philosophie, on a eu besoin de 72 heures,9. Si on travaille sur les mathématiques, on a besoin de 196 heures,2. Et sur l'éducation physique, l'EPS, 88 heures. On a donc un nombre d'heures dont on a besoin pour faire que la rentrée se passe bien. Quand on va à la colonne suivante, on appelle support. Qu'est-ce que c'est que sont les supports? Eh bien, ce sont les nombres de professeurs qui sont titulaires dans cette discipline. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez qu'en philosophie, il y a un certain nombre de professeurs. En lettres classiques, vous en avez 5. En lettres modernes, vous en avez 4. Et vous voyez qu'en art plastique, il y a 0. En russe, il y a 0. En éducation musicale, il y a 0. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ces heures-là, il n'y a pas de professeur titulaire. On va voir comment on les retrouve après. Après, à la colonne suivante, ce sont donc le nombre d'heures que vont fournir les enseignants d'une discipline. Vous voyez bien que sur la philosophie, on va prendre comme exemple, la philosophie, c'est ce qui est le plus concret. La philosophie, la discipline en tant que telle, je rappelle, en fonction des divisions, en fonction des élèves dans les divisions, nécessite d'avoir 72 heures,9 à produire devant élèves. On a 4 supports, mais on a des professeurs qui, sur ces 4 supports, nous donnent 54 heures. Ces professeurs-là, ces 4 supports, acceptent, ou tout au moins peuvent fournir presque l'équivalent de 2 heures supplémentaires année. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'avoir 2 heures supplémentaires année. Ils absorberont 1,2 supplémentaires année. Et en dernier lieu, on voit une colonne qui s'appelle BMP. Cette colonne qui s'appelle bloc de moyens provisoires est en fait des heures allouées à des professeurs qui peuvent être soit des soit des non titulaires, soit des titulaires remplaçants qui viennent pour cet exercice de l'année, c'est-à-dire l'année 2023-2024. Donc, on s'aperçoit ici qu'on a un professeur qui va arriver avec 17 heures. Et si on fait le calcul, on retrouve bien sur 72,9. C'est-à-dire les professeurs titulaires 54, le bloc de moyens provisoires, le professeur remplaçant, et l'HSA, on retombe bien sur 72,9. On s'aperçoit qu'on va faire ce travail dans toutes les disciplines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nombre d'heures supplémentaires année qui est distribué sur cet établissement scolaire est en fait le nombre de supplémentaires années que les enseignants vont accepter et vont pouvoir mettre en œuvre. Parce que les enseignants, vous avez des enseignants qui acceptent des heures supplémentaires, des enseignants qui acceptent un peu moins. Ils ont obligation d'en faire une, obligatoirement. Donc, pas toujours facile de voir s'il y a beaucoup d'heures supplémentaires à distribuer. Car, là aussi, l'établissement reçoit une enveloppe avec la totalité des heures à dispatcher, le nombre d'heures supplémentaires années que l'on doit distribuer et le bloc de moyens provisoires. Tout ceci doit entrer dans l'enveloppe qui a été donnée au départ. Il existe une colonne qui s'appelle CSD. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une colonne qui, par exemple, nous dit que si on prend la ligne de lettres occitan, cette colonne, elle dit bien que la discipline n'a besoin que de 16 heures. La discipline possède en son sein un professeur à temps plein, puisqu'il est là en tant que support. On le voit dans la ligne support, il y en a un. Or, ce monsieur ou cette dame est un certifié qui présente la capacité d'obligation réglementaire de service de 18 heures. Et donc, comme on n'a besoin que de 2 heures, dans la ligne CSD, le proviseur a mis qu'il aurait 2 heures qu'il va donner dans un autre établissement. Complément de service donné. Il va donner 2 heures à un autre établissement. L'allemand, c'est un peu pareil.
il va compléter son service ailleurs parce que l'allemand n'est pas représenté totalement sur l'obligation réglementaire de service de l'enseignant. À partir de là, ce que l'on vote en janvier-février, c'est en effet ce tableau de répartition, mais vous voyez que la dernière colonne, c'est l'impact des postes. En fait, ce qu'on vote beaucoup, c'est non seulement la répartition dans les disciplines, mais aussi l'ouverture et la fermeture des postes. Si par exemple on ferme un poste, eh bien on a -1. Si on ouvre un poste, on met 1. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de, et c'est ce qu'on vote à ce moment-là, c'est l'ouverture et la fermeture de poste. Et ça, c'est capital. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le total d'heures doit correspondre à ce qui nous est donné par l'institution et bien évidemment, les heures supplémentaires années, les blocs de moyens provisoires, le complément de service donné et l'impact des postes doivent forcément se retrouver dans les calculs complets. La dotation horaire de ce établissement était à 1639 à l'époque, donc quand il lui a été donné 1639 heures, et il fallait que le nombre d'heures postes corresponde ainsi que le nombre d'heures supplémentaires années. C'est-à-dire qu'il y avait dans cet établissement un nombre d'heures supplémentaires années parfois qui est un peu supérieur à ce que les professeurs peuvent absorber, ce qui véritablement peut poser parfois problème. Alors, on va revenir aux répartitions de cette dotation horaire globale. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a les prévisions d'effectifs, la structure de l'établissement et les nombres d'heures que l'on doit dans la division en question en fonction de ce que les élèves font comme études. Et ça, c'est en fonction des référentiels de chaque division et de chaque spécificité de classe. Cette répartition-là, elle est calculée. On a après, en fonction du tableau précédemment qu'on a étudié précédemment, on s'aperçoit qu'on a parfois une petite marge de manœuvre qui peut nous aider à mettre en place des projets pédagogiques pour l'ensemble de l'établissement en fonction, bien sûr, du projet d'établissement. Globalement, on a fait ce tableau et ce qui est important de voir, c'est que ce tableau-là qui est voté au conseil d'administration va nous aider à faire au mois de mai-juin le projet de répartition de services des enseignants et un ajustement pour pouvoir permettre de mettre en place l'emploi du temps. Depuis quelques années, on a en plus la possibilité de de proposer à des enseignants volontaires des IMP, c'est-à-dire des indemnités pour mission particulière. Ces IMP sont avec des profils particuliers. Vous avez l'IMP qui correspond au professeur qui est souvent chargé de l'informatique. Vous avez l'IMP qui est le professeur qui est chargé de faire des éléments qui correspondent à l'engagement citoyen. Il y a un certain nombre d'éléments qui correspondent à ces IMP. Et on doit aussi passer au conseil d'administration la répartition et la ventilation de ces IMP. Une fois qu'on a préparé ce tableau de répartition des services, il est souvent discuté en conseil pédagogique avant le conseil d'administration. Parfois, mais pas toujours, puisque maintenant la législation a changé, la dotation horaire globale était également travaillée en commission permanente. Vous avez parfois des gens qui le font, parfois des gens qui ne le font pas. Ça, c'est en fonction d'eux. Et donc, le conseil d'administration est en effet un lieu d'échange au niveau de ce genre de choses. Présenter les possibilités de dédoublement quand c'est nécessaire. Ensuite, cette dotation horaire globale, elle va nous servir à faire et à proposer aux enseignants la répartition des services, c'est-à-dire qu'on va proposer aux enseignants en fonction de leurs souhaits. Souvent, c'est un échange qui se fait de manière très facile. En fonction de ce qu'ils souhaitent, eh bien, on va
faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte, les enseignants et le chef d'établissement, pour pouvoir amener les enseignants face à leurs élèves et face à ce qu'ils souhaitent d'enseigner par rapport au niveau dans lesquels ils souhaitent enseigner. Je peux m'arrêter là déjà pour un premier point si c'est nécessaire. Y a-t-il des questions particulières? C'est les questions concernant les heures post. Comment on fait la distinction entre ceux qui sont agrégés, ceux qui ont juste le CAPES et ceux qui sont à temps partiel? Vous avez raison, je vais le préciser. Vous avez 3 types d'obligations réglementaires de service au niveau des professeurs. Vous avez les professeurs agrégés qui doivent 15 heures. Vous avez les professeurs certifiés et les PLP qui doivent 18 heures. Et les professeurs d'éducation physique et d'éducation musicale qui doivent 20 heures. Dans l'éducation physique, dans les 20 heures, il faut compter que chaque professeur doit 3 heures d'UNSS, c'est-à-dire d'union pour le sport scolaire, c'est-à-dire toutes les activités du mercredi après-midi souvent ou du soir. Il y a une autre question, si je puis me permettre. À quoi servent les CSD? Et est-ce qu'il est, comment un proviseur peut-il obliger un professeur à effectuer des heures supplémentaires en fin de compte? Alors, les heures supplémentaires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces heures supplémentaires, elles sont données à l'établissement avec un ratio par rapport au nombre de professeurs. C'est-à-dire que on tourne dans un lycée comme celui-là, on tourne entre 10 et 12% d'heures supplémentaires que les enseignants doivent absorber. On ne peut pas obliger un enseignant à faire plus d'heures supplémentaires qu'il souhaite. Il faut être dans la persuasion et la pédagogie. Souvent, cela permet d'entamer un dialogue avec les enseignants pour que la répartition de services dans laquelle on va l'inscrire, eh bien, on s'aperçoit que, alors qu'il ne voulait qu'une heure supplémentaire, eh bien, avec 2 heures supplémentaires, il a le service qui lui convient. Et auquel cas, ça s'arrange plutôt facilement. C'est surtout dans la persuasion et dans le travail de partenariat que les choses peuvent se faire. Vous Alors, parlez de service, ça veut dire quoi? Alors, un service, c'est lié directement à l'emploi du temps de l'enseignant. C'est-à-dire que quand on parle d'emploi du temps d'enseignant, on parle de la quantité d'heures qu'il fait dans chaque niveau et dans sa discipline et dans chaque niveau de classe. Voilà ce qu'on appelle la répartition de service d'un enseignant. C'est-à-dire, si je prends un exemple, le professeur de mathématiques aura éventuellement 1 ou 2 classes de seconde et il aura une classe de première. Ça fait son service. C'est-à-dire que ces 2 classes de seconde GT et sa classe de première, même chose si on part du collège, un professeur aura 2 classes de 6e, une classe de 4e ou une classe de 6e, une classe de 3e. C'est ce qu'on appelle le service de l'enseignant. Bonsoir. Est-ce qu'à la rentrée, il y a un réajustement? Parce qu'on pourrait avoir des dédoublements non prévus dans certaines classes. Cet ajustement à la rentrée est quasi impossible pour la raison simple que l'emploi du temps qui lui prévoit la totalité des dédoublements, et il sera difficile pour le proviseur adjoint qui fait l'emploi du temps de pouvoir remédier à ça. Mais si c'est quelque chose qui a été oublié, il faut impérativement le mettre en place. Il y a bien des agrégés qui n'ont que 12 heures. Alors, ce sont agrégés. Ceux qui font 12 heures, ce sont ceux qui sont en classe prépa. D'accord. Au lycée ou au collège, c'est 15 heures. Bonsoir. Et la CSD, du coup, vous n'avez pas précisé, donc j'ai bien compris. À quoi ça sert, en fait, au final? On s'en sert comment de cette colonne? Alors, je reprends mon exemple de la ligne lettre occitan. Le professeur qui est titulaire en lettres occitan dans l'établissement, on a besoin, face au nombre de divisions et au nombre d'élèves, on n'a besoin que de 16 heures. Or,
ce monsieur est certifié, ou cette dame est certifiée, et donc son obligation réglementaire de service est de 18 heures. On n'a besoin que de 16 heures. On va donc sur la colonne complément de service donné et on voit que 2 heures vont être données à un autre établissement. Ah voilà, c'est ça. Je voulais savoir à quoi servaient ces 2 heures. Est-ce qu'elles allaient être utilisées ou pas? D'accord, ok. Merci. Elles sont perdues pour l'établissement? Oui. Ah non, elles ne peuvent être utilisées qu'en notre occitan. On a d'autres questions. Si toutes les AS ont été utilisées, l'établissement peut-il demander davantage de ASA? Le nombre d'HSA est, avec la dotation horaire globale en heures poste, ce à quoi l'établissement a droit. Sauf que si les enseignants souhaitent des heures supplémentaires années en plus, on ne pourra pas, une fois qu'on a réparti la DHG, en obtenir en plus. Ce que l'on peut faire éventuellement, c'est de faire un équilibre au sein des disciplines pour que les disciplines qui souhaitent des heures supplémentaires années puissent en avoir un peu plus qu'une autre. Mais l'enveloppe est fermée. Pardon, si je prends art plastique, vous voyez qu'il n'y a pas de support. Ce qui veut dire que les 2,4 heures HSA proviennent d'un CSD de notre établissement. Non, les 2,4 heures font partie de la dotation de cet établissement. Simplement, vous voyez qu'il a demandé un bloc de moyens provisoire de 4 heures dans la discipline. Voilà, vous voyez? Et ces 4 heures-là, forcément, viennent en surplus d'un professeur qui va être dans un autre établissement et qui a déjà ses heures à lui plus les 4 heures. Il a une obligation réglementaire de service de 18 heures et auquel cas, il est complet dans ses heures poste. Et donc, en accord avec l'autre établissement et le professeur, le lycée lui alloue 2,4 HSA. Ok. Donc les BLP, c'est les professeurs qui sont traités par d'autres établissements? Oui, ou des professeurs titulaires remplaçants ou des contractuels, ça dépend. Très bien. Et ces professeurs peuvent aussi faire des heures supplémentaires? Absolument. Alors, autre question. Si on reprend votre exemple de lettres occitan, le professeur peut-il faire les 2 heures qui sont là marquées en CSD? Est-ce qu'il peut les faire en HSA afin d'éviter d'aller dans un autre établissement? Non, il les fera obligatoirement en heure poste. Donc à l'extérieur de l'établissement? Absolument. Parce qu'il n'y a pas d'utilité. Voilà. Les 16 heures de lettres occitan correspondent aux besoins dans cette discipline pour cet établissement. Il ne peut pas en mettre plus. Mais, je voulais juste peut-être revenir à la période de mai-juin et à l'emploi du temps. En mai-juin, ce tableau sert à la répartition des services, on en a parlé. Et ce qui est essentiel dans le travail pédagogique de cette préparation de rentrée, c'est de faire en sorte que les élèves soient répartis dans des divisions, ce qu'on appelle des classes, avec l'esprit qui correspond à la spécificité de l'établissement. Je m'explique. On essaye dans les divisions, par exemple, pour des secondes qui arrivent dans un établissement, qui viennent d'un peu partout, mais aussi de collèges connus, puisque souvent il y a 2 ou 3 collèges qui alimentent un lycée. Eh bien, on essaye autant que faire se peut de mélanger les élèves pour qu'ils soient brassés et non pas restés dans l'esprit du collège. Ensuite, on s'arrange pour que les divisions soient sur le plan des langues, parfois faire qu'il y ait un alignement des langues pour qu'on puisse mettre les élèves dans plusieurs divisions, même s'ils font allemand. Ensuite, on s'arrange dans les
répartition de services, c'est-à-dire dans les professeurs qui seront face à ces élèves, on essaie de faire que dans la classe, on ait au niveau des enseignants une certaine hétérogénéité de force. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait des jeunes enseignants qui soient avec des plus anciens, que des stagiaires soient pas tous dans la même classe, etc. On s'arrange et c'est ça qui en fait est essentiel quand on travaille un emploi du temps. C'est la cheville ouvrière de la réussite de l'année qui suit. Mettre dans les divisions les élèves face aux enseignants pour que, au niveau de la classe, il y ait une répartition des forces à tout niveau pour que la classe fonctionne. Alors, on demande qu'est-ce qu'une division? A priori, c'est une classe. En fait, c'est une classe, une division, tout simplement. La question sur la latitude du chef d'établissement à obtenir plus d'heures. Est-ce que le chef d'établissement peut demander plus d'heures? Un chef d'établissement n'aura aucune chance d'avoir des heures en plus. L'enveloppe étant fermée, c'est quasi impossible d'obtenir des heures en plus. Sauf s'il y a eu un oubli de la part du service qui donne les moyens, qui éventuellement reconnaît qu'il y a quelque chose qui était pas prévu et qui est à prévoir. Dans ce cadre-là, on peut avoir un tout petit peu d'heures de plus. Ou bien, si par exemple, on arrive au mois de mai-juin avec une répartition de spécialités que l'on n'avait pas tout à fait prévue et qui finalement, ça nécessite de mettre plus d'heures en spécialité que prévu, on peut avoir un petit peu d'heures supplémentaires, mais enfin des 2 heures en plus, mais c'est beaucoup plus compliqué quand même. Alors cependant, il y a des établissements qui mettent des budgets pour des aides personnalisées. Comment font-ils? Alors, sur les aides personnalisées, il y a des IMP, c'est-à-dire des indemnités pour missions particulières qui peuvent être utilisées. Il y a aussi parfois, ce que je disais tout à l'heure, un tout petit peu d'heures de manœuvre, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que sur une dotation horaire globale, eh bien, on a réussi à économiser 1 ou 2 heures. Et là, on peut utiliser ces heures-là pour l'aide aux devoirs, pour décider de mettre en place une option Sciences Po, pour décider de faire qu'il y ait un peu plus d'heures de mathématiques parce que là, on a vu que les 4e pêchaient un peu par les mathématiques. Voilà. Mais c'est à la marge. Le levier est très, très faible. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les parents? Est-ce qu'on a un moyen de pression? Qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau des parents, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est sur la distribution, non pas sur la distribution des heures. Elle vous est proposée. Simplement, il faut regarder comment les enseignants vont accepter cette répartition. Si vous voyez que la répartition des enseignants, enfin que la répartition des heures convient aux enseignants, ça veut dire que le travail de partenariat, c'est bien fait. Et il n'y a pas vraiment lieu de protester. Après, si vous sentez qu'il y a besoin d'une protestation concernant, par exemple, les mathématiques qui ne vous semblent pas suffisamment, par exemple, dédoublées, parce que normalement, on doit donner les dédoublements également on peut donner, on ne doit pas, on peut donner le dédoublement en conseil d'administration. Ça peut être une manière de demander un effort au chef d'établissement. Globalement, les parents qui peuvent être présents au conseil d'administration ne doivent pas hésiter à poser les questions concernant le dédoublement, si tout a bien été programmé pour que les élèves ne soient pas trop nombreux dans les classes.
On me Alors, demande voir comment les dédoublements. Alors là, j'ai pas le tableau malheureusement. Il faudrait que, en fait, faire presque une deuxième visio avec des tableaux de dédoublement en fonction des référentiels qui, eux, par division, un nombre d'heures de dédoublement est proposé au chef d'établissement par les référentiels. Et les référentiels, vous les trouvez sur le site de l'Éducation nationale, en fonction des classes dans lesquelles vous souhaitez. Est-ce que c'est ce lien-là qui vous Alors, a donné? ce lien-là, c'est totalement le sujet sur lequel nous nous trouvons, exclusivement. Mais sur les référentiels, il suffit de taper référentiel, seconde, première, terminale, sixième, cinquième, quatrième, et vous avez le nombre d'heures qui doivent être dues aux élèves. Pourquoi pour la NSI, il y a un poste et aucun support d'heures derrière? Alors, il y a un besoin de 18 heures. Vous avez vu? Oui, oui. Et ce support, qui est en fait de 1, ne sera pas un titulaire, parce qu'il n'y a pas de titulaire dans l'établissement, et c'est un bloc de moyens provisoires de 18 heures qui va faire la discipline. Ça, c'est D'accord. une discipline qui est associée aux enseignements SI des terminales, les anciennes terminales S. Donc, Ok. il n'y a pas de support parce qu'il n'y a pas d'ouverture de poste sur l'établissement. Donc, le chef d'établissement a mis un bloc de moyens provisoires. Et ça sera sûrement un titulaire remplaçant. Mais du coup, s'il y a un besoin, pourquoi il n'y a pas de titularisation? Alors, pourquoi il n'y a pas de poste? Eh bien, ça dépend. En effet, c'est une bonne question. L'ouverture des postes en tant que telle peut être... alors là, vous voyez que sur les apports, il y a 0. C'est-à-dire que le chef d'établissement n'a pas pu ouvrir le poste ou n'a pas demandé, parce que ça se travaille avec les inspecteurs de la discipline. Et ce sont les inspecteurs de la discipline qui donnent leur aval si on veut ouvrir un poste dans une discipline prévue. Les IPR, Là, en quoi. l'occurrence, a priori, l'autorisation n'a pas eu lieu, ou tout au moins, c'est pas le choix qu'il a fait. Alors, souvent, c'est parce qu'ils connaissent un professeur qui vient régulièrement et qui occupe ce poste de manière pérenne, mais sans être titulaire. Ça peut arriver. Les CPGE rentrent dans cette dotation ou ont une dotation à part? Non, la CPGE rentre dans la dotation. Mais le calcul des CPGE est beaucoup plus compliqué parce que les heures supplémentaires années sont associées à des pourcentages qui sont plus importants pour des professeurs de classe de CPGE. Une heure de classe de CPGE compte 1h30. C'est pour ça qu'il y a des emplois du temps à 9 heures. Et oui, parce que vous avez des professeurs qui ont en fait des obligations réglementaires de service comme agrégés en CPGE, en fonction du nombre d'heures, finalement, ne font que 9 heures. Parce que les heures ne valent pas 1 heure, mais 1h50. Et pour les CPGE, ce n'est pas les IPR qui rentrent en compte, c'est les IG. Oui, uniquement les inspecteurs généraux pour les CPGE. Le choix des langues est fait par le conseil d'administration ou par l'équipe pédagogique? Alors, le choix des langues, il est fonction non pas de l'un ni de l'autre, il est fonction du référentiel que l'on doit aux élèves. C'est-à-dire que comme les élèves prennent une puis 2 langues, c'est fonction des langues qu'ils auront choisies et sur lesquelles on doit répondre à leurs demandes. Donc, vous avez souvent de l'anglais, souvent de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, ça peut être du russe, du chinois, ça dépend de quel type d'établissement vous avez. Mais les langues, c'est, je dirais, fonction de ce que, enfin pas de ce que souhaitent, parce que les élèves peuvent pas faire tout et n'importe quoi. C'est la continuité du collège, et c'est en fonction des langues qu'ils ont eues au collège qu'ils font leur langue au lycée. Mais entre-temps, il y a des options qui peuvent exister en plus sur le lycée, qui peuvent être le russe, le chinois, et ainsi de suite.
J'ai le cas dans plusieurs collèges ont de l'italien, ont ouvert des classes d'italien, mais derrière, en aval, dans le lycée, il n'y a pas suffisamment de places pour leur proposer l'italien, et donc certains lycées proposent des cours au CNED. Quel est le levier pour que ces élèves puissent tous avoir cours en présentiel? Alors ça peut être négocié par le fait que comme ils sont peu nombreux, si le chef d'établissement est un tout petit peu, à l'écoute, pourrait éventuellement dire, je peux éventuellement proposer 1 heure ou 2, mais alors qu'on leur doit 3 heures, et parce qu'ils sont en petit comité, on leur donne que 1 heure et demie ou 2 heures, plutôt que 3. Parce qu'on sait très bien que quand on a affaire à 3-4 élèves ou quand on a affaire à 25, on n'avance pas de la même manière. Ça peut être une proposition. Encore faut-il qu'il y ait sur l'établissement de l'italien ou tout au moins de l'italien dans l'environnement proche de l'établissement. Bon, j'espère que cette visio aura permis d'aplanir les difficultés et de comprendre un petit peu mieux ce côté ardu de notre système scolaire, mais qui est fort intéressant. Oui, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair pour moi. J'espère que mes explications et le tableau ont permis de donner une clarté à ce sujet. Oui, moi je voulais vous remercier pour votre intervention et pour la qualité d'intervention. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.